Salam alaikum, Azul, bonsoir. Dans ce monde d'intrigue et de perfidie, qui est malheureusement le nôtre, la disposition naturelle ou le choix, librement consenti, à la gentillesse, à la bienveillance, à l'indulgence, à la droiture, à la sincérité, sont très souvent perçus comme de la naïveté, de la simplicité d'esprit. On dit souvent des gens qui ont une perception naturellement bien disposée des choses ou des gens qu'ils sont des bisounours. Mais le plus surprenant est que ce sont ces personnes qui sont dans l'intention sincère, comme on dit chez nous, la niya, qui sont souvent les plus érudits, les plus vastes et les plus vifs d'esprit, les plus sublimes, les plus généreux, les plus enclins à la beauté et à l'esthétisme. Contrairement à ceux qui se croient les plus malins, les plus avertis, et qui sont généralement des crétins qui s'ignorent, excusez-moi, aigris, frustes, bornés, incapables de hauteur et encore moins de largeur d'esprit. Regardez cette scène d'une dame chinoise qui fait l'effort de dire le salut des musulmans et qui est tournée en ridicule par l'ex-premier ministre. Et remarquez les gens autour de ce même premier ministre, comment ils sont aux anges, comment ils rigolent, comme on dit. Regardez. Salam alaikum. Salam alaikum. Ouais. Salam alaikum ya batata. Salam alaikum. Salam alaikum. Ouais. Salam alaikum ya batata. Salam alaikum. Salam alaikum. Ouais. Salam alaikum ya batata. C'est ainsi, malheureusement. Et le plus affligeant est que ce sont ces amas kafzin, ces amas dégourdis, ceux qui ont la clé de toutes les portes dérobées, de tous les raccourcis qui permettent d'éviter la route ardue de l'honneur, qui savent si bien enjamber la morale. Ceux-là sont passés maîtres dans le décodage des non-dits et l'enrobage des pilules amères. Ces tristes personnages qui n'ont pas froid aux yeux et qui vous regardent sans sourciller, sans baisser les yeux, dans le même temps qu'ils vous fourguent des paquets de mensonges, dans le même temps qu'ils tirent le tapis dessous vos pieds, dans le même temps qu'ils vous jurent sur le Coran, sur la mémoire des Shuhada, dans le même temps qu'ils vous subtilisent votre portefeuille et qu'ils vous vendent au plus offrant pendant que vous les applaudissez. Oui, ces gens, ce sont ces gens, les super kafzin, que vous reconnaîtrez à leur moue de dédain qu'ils arborent, que vous reconnaîtrez à leur façon de pontifier sur tous les lieux communs, à leur certitude pétaradante, à leur arrogance, à leur aptitude à passer d'un clan au clan ennemi, à la facilité avec laquelle ils se retournent contre leurs propres acolytes, qui n'hésiteront pas à vous jeter en pâture si jamais vous éventez leur combine. Oui, malheureusement, ce sont ces gens-là qui parviennent à se hisser au-dessus de la multitude que nous sommes, à s'asseoir sur des sièges de dignité. Ce sont ces gens-là que vous verrez au premier rang de la mosquée les jours de l'Aïd, en tenue blanche, emmitouflés dans leurs burnous sans poils de chameau, quand la télé est invitée à venir nous les montrer, en train de lever les mains au ciel, la mine éplorée, à marmonner des choses qui font mine de prier un Dieu auquel ils ne peuvent croire, parce que si c'était le cas, ils n'auraient pas dévoré un pays tout cru. Ils ne se seraient pas servis de la mémoire de ceux qui ont donné leur vie à ce pays pour nous tromper. Ils n'auraient pas pillé l'avenir de nos enfants pour planquer le fruit de leur rapine dans les banques de là-bas. Oui, ce sont ces gens qui ne croient qu'en le plus fort,
le plus sournois, le plus implacable qui parviennent à s'imposer à notre tête, ou plutôt sur nos têtes. Et vous les trouverez partout, ces gens, partout où il y a des dindons à plumer et du fric à ramasser. Vous les trouverez chez les zamas démocrates, chez les zamas islamistes, chez les zamas nationalistes, chez les zamas féministes, chez les zamas anciens moujahidines, chez les zamas syndicalistes. Partout, vous les trouverez. Ils ont partout table dressée et ils parlent tous la même langue, celle du he, celle du kharti. Et ils ont tous le même poignard courbe pour vous égorger dans le même temps qu'ils vous embrassent. Et ils sont tous cannibales, puisqu'ils n'hésitent jamais à s'entre-dévorer. Et ils sont tous des génies du mensonge, de l'arnaque, du tirage de tapis, des poseurs de bananes. Oui, ce sont ces gens-là qui donnent le tempo, qui nous disent quoi faire, ce qui est bon ou mauvais pour nous, qui est notre ennemi et qui est notre allié. Et si vous voulez éviter de vous laisser arnaquer, alors faites toujours le contraire de ce qu'ils vous disent de faire et considérez les ennemis qu'ils vous désignent comme les meilleurs de vos amis et inversement, bien sûr. Et si vous avez la chance de ne pas avoir été contaminé par eux, par ces gens, parce qu'ils sont très contagieux, alors n'oubliez jamais que ceux et celles qui vous aiment vraiment, ceux et celles qui ne vous mentent pas, se reconnaissent de très loin. Il suffit juste d'ouvrir les yeux sur la vraie vie, sur les vrais gens, et de se doter d'un tamis pour sasser la mystification. Algérie, un régime qui sombre dans ses contradictions. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi mon amie Farida Hamidi, psychologue clinicienne, activiste politique. Farida, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Massa al-khair, salam alaikum. Vous avez eu peur, hein? Vous avez peur que je dise Hamidi Hamida Faridi. Alors, Iskandar Debbache, mon ami aussi, depuis si longtemps, analyste politique. Iskandar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et je remercie également Madame Farida Hamidi ainsi que tous les téléspectateurs. Merci, merci Iskandar. Et au téléphone, nous allons avoir tout à l'heure, il est sur la route, il va bientôt arriver chez lui, Maître Majid Hachour, avocat. Alors, mes amis, d'abord un sujet qui vient de tomber, dont on ne peut s'empêcher d'aborder en premier. On nous apprend que l'État algérien, appelons-le comme ça, hein, pour ne pas dire le régime, a demandé le report de la visite du Premier ministre français, de la nombreuse délégation qui devait l'accompagner. Et c'est donc la deuxième fois qu'une visite est annulée, une visite de ce niveau. À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, Farida? C'était l'objet d'un post que j'avais fait quelques jours de là. Et bon, sincèrement, c'est pas sans prétention, hein, c'est sans surprise en fait, on le savait. Hein, c'est sans surprise pour vous? Oui, vraiment pas, du tout. En fait, ça m'aurait vraiment surpris si la visite avait eu lieu. Si la visite avait été maintenue, en fait. Vous êtes alors dans le secret des dieux, Farida.
Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais Alors, c'est dans dites-nous. une analyse un peu plus globale et internationale. C'était prévisible alors. selon C'était vous. très prévisible, en fait. C'est ce qui devait arriver, de toute façon. Et naturellement, au vu des actualités qu'il y a aussi autour de l'État français à l'international. Et c'est pour ça qu'il faut voir l'affaire de l'Algérie en Algérie, mais il faut aussi la voir sous un angle international aussi. C'est très important de faire la jonction Alors, dites-nous. entre les deux. Bon, premièrement, en ce moment, il y a la casserole du Rwanda. Oui. Voilà, en France. Donc, ils vont demander des excuses parce qu'il y a des preuves qu'ils ont été impliqués, en tout cas, Mais là, de ça fait manière longtemps. très indirecte. Là, c'est une vieille casserole. Sauf que là, en tout cas, les révélations, elles sont récentes. Les vieilles casseroles en France, voilà, la torture en Algérie pendant la guerre d'Algérie, c'est ancien, mais les révélations et les archives, ils vont être ouverts dans pas longtemps. Donc, on va savoir plein de choses. On est rattrapé par le temps, voilà. Il y a ça. Il y a aussi, il ne faut pas oublier l'affaire du Yémen, où il y a eu crime contre l'humanité. Donc maintenant, c'est appelé Du officiellement fait comme que ça. la France a vendu des équipements et du Ah bah, matériel les à chars, l'Arabie Saoudite. pas seulement, pas l'Arabie Saoudite, ils sont beaucoup plus impliqués avec les eaux, les Émirats Arabes Les Unis, Émirats auxquels Arabes ils ont Unis, vendu ouais. les chars Leclerc. Donc il n'y a qu'en France et qu'aux eaux qu'on trouve ces chars-là. Et en fait, pendant leur utilisation au Yémen, où il y a eu crime contre l'humanité, l'État français a installé sur place, en fait. Donc ces chars-là, ils ont été rapatriés du Yémen aux eaux, donc aux États, aux Aux eaux, ça veut États dire arabes les unis, États en arabes fait, unis. aux Les États Émirats arabes les unis. Émirats, arabes unis, où ils ont été remis en état. Parce que quand vous utilisez des armes, il faut bien après les entretenir, les réparer, voilà. Et tout ça, c'est l'État français qui l'a Mais qu'est-ce que fourni. ça a à voir avec l'annulation de la visite française en Algérie? Vu ce qui se passe en Algérie, ils ne peuvent pas ignorer ce qui se passe en Algérie et ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire mais, beaucoup. Donc, moi, je ne vois pas la relation avec si, l'annulation. leur image à l'international. Mais ils ne vont Si, pas si. s'arrêter de respirer pour autant. Ah non, ils ne vont Ils pas vont arrêter continuer de... à être un État, à avoir des relations avec les autres pays, à voyager, à recevoir. Oui, faire des mais là, discours, ce n'est pas faire- n'importe où ils vont. Ils vont dans un pays où, depuis 2 ans, le peuple est dans la rue. Où, depuis 2 ans, il y a des pratiques qui sont absolument... qui ont été reconnues à l'international comme illégales. Des pratiques de l'État contre le peuple. La répression, la torture... Comme vient de le reconnaître l'ambassade américaine à Alger, c'est énorme. Eh ben voilà, hein, c'est- voilà. Ouais. Et donc la France, il ne faut pas oublier que c'est une des plus grandes puissances mondiales qui tient quand même à minimum à son image. Ils ont quand même ratifié, c'est le pays des droits de l'homme. Ce qu'il y a, Jamal et Farida, c'est que, vous savez, on connaît la nature des relations qui unissent la France à ses anciennes colonies. Donc, ce n'est un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. Donc, on sait qu'il y a une relation plutôt verticale. Il n'y a pas de relation, c'est-à-dire sur un pied d'égalité. De toute façon, la France s'est chargée de mettre en place tout cela. Mais, et on connaît aussi le soutien de l'État français aux dictateurs africains. Seulement, voilà, on l'a vu depuis Ben Ali, on a vu comment l'État français peut soutenir un dictateur en Afrique, mais jusqu'à un certain point. À partir du moment où il les éclabousse, où cette relation les éclabousse, là, ils commencent à prendre leur distance. Personnellement, moi, je ne crois pas que ce soit la décision du pouvoir algérien de reporter... En tout cas, officiellement, c'est l'Algérie qui a demandé le report. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Oui, Ça, c'est ce qu'ils disent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais, mais de toute façon, ce n'est pas dans leur intérêt, en principe. Parce qu'ils auraient plutôt besoin d'un soutien de la France. Un soutien affiché de la France. Exactement. Mais là je ne crois pas que la France puisse s'embarrasser de cette situation. Elle est plutôt embarrassante pour les Français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eux, ils peuvent les soutenir, mais jusqu'à un certain point. À partir du moment où ça les éclabousse, là, ils se retirent. Ils commencent à se retirer. Et je crois que ils commencent à sentir le roussi, cette relation. Alors d'ailleurs, je rappelle que la déclaration américaine a été faite à l'ambassade de Paris, des États-Unis à Absolument, Paris. oui. Hein, c'est monsieur Gautam Rana. Je cite un extrait de sa déclaration. Washington soutient le droit du peuple algérien d'exprimer ses opinions
et de manifester pacifiquement et en toute liberté. Mais le contraire m'aurait étonné. Et il affirme que c'est là l'une des principales valeurs de la diplomatie américaine. Absolument. Mais sinon, moi j'aimerais vous soumettre une thèse qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, qui me paraît très intéressante, qui considère que le régime algérien a réellement demandé le report de cette délégation, de cette visite officielle, parce qu'elle est de très haut niveau. Il va y avoir le Premier ministre, 8 ministres d'importance, des représentants du patronat à un niveau jamais égalé, et que, comme par hasard, le Hirak a décidé, l'escalade, pour aller vers un 3e jour qui est le samedi. Ouais. Et il se trouve que ce samedi-là, le prochain Tsaïd, c'est-à-dire après-demain, Oui. c'est le jour de la visite de la délégation française. Et bon, vous me répondriez peut-être que, bon, mais les Français savent déjà ce qui se passe. C'est l'opinion publique française qui ne sait pas. L'État, il est même complice avec le... Sauf que cette fois-ci, avec une telle visite, c'est l'opinion publique française qui va se déplacer à Alger, à travers les télévisions, les radios, les journaux. Et là, s'il montre, au jour même de la visite de l'État français en Algérie, du gouvernement français en Algérie, s'il montre un tassaïd de très grande ampleur, de très grande envergure, ça pourrait gêner non pas seulement le régime algérien, mais surtout l'État français devant son opinion publique. Parce que là, on comprendrait, ils disent « Oh, mais vous nous mentiez !» Donc ça, ce n'est pas un État, c'est une mafiocratie que vous êtes en train de soutenir. Mais ça confirme un peu ce qu'a dit Eskander. Donc finalement, c'est pas pour l'État algérien qu'ils ne viennent pas, c'est bien pour eux et pour leur image. Parce que ça la fout mal quand même d'arriver avec toute cette délégation et qu'il y ait... D'un côté, c'est pour eux, c'est pour leur image. En fait, ça converge finalement. Les deux images. Oui. D'un autre côté, les autres, ils ne peuvent pas réprimer comme d'habitude. Voilà. D'abord, parce qu'il y aura la presse française. Oui, nos 4 jeunes, la semaine dernière, ils ont quand même été appréhendés le samedi, lors du Tassaïd. De l'escalade. Exactement, oui, parce que le vendredi... attendez, tout cela, la presse française le sait, l'opinion française le sait également. Tout cela, ça se sait ici en France. C'est un secret de polichinelle. Oui, mais Eskander, ils le savent. Mais imaginez, au jour où le gouvernement français arrive, et il se trouve dans un jour prévu de grande escalade du Hirak, et toute la presse française sera là, et alors là, à ce moment-là, ce sera une clameur publique. C'est pas seulement ça. Moi, je pense que de ce que je lis en ce moment, en tout cas de la presse française, et depuis le retour du Hirak, il y a quelque chose qui a basculé, enfin. Parce que 2 ans... Dans les médias français ? Dans les médias français, oui. 2 ans de Hirak, pas un mot. Et Dieu sait qu'on a contacté la presse pour... plein de raisons, notamment nos rassemblements, en fait, où les gens nous répondaient, ils nous disaient qu'ils venaient, mais ils ne venaient pas, en fait. Oui. Et je pense qu'ils avaient des instructions claires de ne pas aborder. Ou de traiter à minima. En fait, de reproduire un petit peu le huis clos qui est arrivé dans les années 90, où les généraux ont quand même vécu une impunité endémique. Sauf que cette impunité endémique, elle est quand même en train de devenir un peu mondiale. Parce qu'à partir du moment où vous avez l'administration américaine qui se prononce là-dessus, pourquoi? Mais parce qu'il y a eu des nouvelles élections, parce qu'il y a Biden, c'est plus Trump, parce que c'est une administration beaucoup plus sensible aux droits de l'homme. C'est comme ça qu'il faut aussi voir les choses. Bien sûr, chacun ses intérêts et tous les pays voient leurs intérêts, en fait. Mais il faut pas oublier que les intérêts, c'est aussi de garder cette image, de préserver les droits de l'homme. Parce que si ces pays-là, leur pouvoir, il repose aussi là-dessus. Il ne faut pas l'oublier, parce que nous, on parle de leur puissance, de leur économie, de leurs armes, Mais bien sûr qu'ils ont toutes ces armes-là et toute cette puissance-là. Mais ça repose, en fait, sur les droits de l'homme, parce qu'ils se disent pays démocratiques. Bien sûr, chez eux. Mais chez nous, c'est surtout un fonds de commerce... une petite façade mais en fait, très peu convaincante. Mais c'est aussi leur positionnement sur ce qui se passe ailleurs. Oui. Voilà, parce que ça aussi, c'est important chez eux, d'accord, mais leur positionnement sur ce qui se passe ailleurs est très important aussi. Mais justement, si la visite avait été maintenue,
que M. Castex arrive avec son gouvernement, son patronat, sa presse et tout le barda, et que ce jour-là, il y a de très grandes manifestations, une très forte présence policière, donc de la brutalité policière, donc, et ça serait étalé aux yeux du monde. Eh ben, ils ne peuvent pas se le permettre. En fait, comme on dit chez nous, Menatchoui. En fait, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas réprimer. Parce qu'effectivement, devant l'opinion publique, ce n'est pas possible. Et ils ne peuvent pas non plus laisser. Parce que le samedi, s'ils ont un autre vendredi le samedi, et si tous les jours deviennent des vendredis, ce qui devrait arriver d'ailleurs, mais voilà, à leur rythme, ou blaqila. Mais en tout cas... si tous les jours deviennent vendredi, là, hadra khlaf. Donc, en fait, ça ne les arrange pas des deux côtés. Ça n'arrange pas la France de venir, la France officielle, de venir pendant la répression. Et ça n'arrange pas les voyous de l'autre côté parce qu'ils ne peuvent pas réprimer. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Parce qu'en France, en fait, depuis quelque temps, dans la presse française, le Hirak, il est reconnu officiellement dans la presse française comme un mouvement démocratique pacifique. Et il y a 2 jours de ça, justement, par rapport à l'affaire du jeune, là, Saïd Chitwen, que le Hirak est le mouvement d'opposition en Algérie. Ouais. Ça, c'est le mot magique. Hein. Donc, reconnu comme un mouvement politique d'opposition. Mais même le régime, il le considère comme Hirak el-Moubarak. Al-Asil. Ce n'est pas celui qui se passe maintenant, hein, celui qui se passait avant. Oui, non, mais... ouais. Alors, justement, et ça nous amène tout naturellement à ce fameux Haut Conseil de sécurité, qui s'est tenu le 6 avril mardi. Alors, les points qui sont annoncés figurent sur le communiqué, hein, je vais vous les lire, mais beaucoup d'experts, d'observateurs sérieux, très sérieux, ont dit que la véritable motivation de cette réunion du Haut Conseil de sécurité était justement la visite du gouvernement français à Alger et qui coïncidait avec le samedi du Saïd, chose qui n'a pas été annoncée. Ils ont discuté entre eux, on n'était pas avec eux, on ne sait pas ce qu'ils ont dit. Peut-être même qu'ils ont dit il faut annuler cette visite parce qu'on ne pourra pas gérer. Mais écoutez ce qu'ils disent. Je vais vous citer quelques points du haut. Bon, alors je passe sur le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, etc., etc. Scandale. Alors, entre guillemets, je vais citer, le Haut Conseil de sécurité s'est également penché sur les actes subversifs et les graves dérapages. Alors écoutez bien, parce que vraiment, là, on va en discuter. Les graves dérapages émanant de milieux séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme qui exploitent les marchés hebdomadaires. Donc, rappelez-vous, milieu séparatiste, notez, moi je vais faire comme le maître d'école. Note, milieu séparatiste. Et les mouvances illégales proches du terrorisme. D'accord. Alors, avant de commencer à en discuter, nous allons passer la une du journal Le Soir d'Algérie, qui nous annonce... J'aimerais qu'on puisse nous mettre la une du Soir d'Algérie, bien en évidence. Naziha. D'accord. Alors, nous allons parler et nous allons revenir sur la une du Soir parce que c'est très important. C'est là où on va observer cette forme de connivence qui se met en place d'elle-même, qui vient d'horizons divers, qui semblent ne rien avoir les uns avec les autres, mais qui pourtant convergent tous vers les mêmes objectifs, vers les mêmes façons d'exprimer des choses qui ne se disent pas à haute voix. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par les milieux séparatistes et les mouvances illégales proches du terrorisme ? Qu'est-ce qu'ils entendent ? Oui, qui sont ces milieux séparatistes qui sont dans le Hirak et qui exploitent les marches hebdomadaires.
À votre Il y a avis? Ça, des c'est- images et des vidéos qui tournent du Hirak tous les vendredis, tous les mardis, Hirak Talaba. Est-ce qu'il parle du Talaba, des séparatistes et des... Je pense pas. Moi, les vidéos et les photos que je vois tous les vendredis, c'est d'une beauté. Et maintenant, le samedi aussi. Des gens qui scandent des slogans dignes d'un doustour qui m'aguel hatabo. Des gens qui disent de ce qui leur tient à cœur, qui veulent la liberté, qui veulent Jazair Harra Demokratiya, qui revendiquent des services de sécurité justement qui terrorisent le peuple. Et donc, c'est eux qui sont dans ce rôle-là de terroristes. Là, je vois qu'un peuple qui sort tous les vendredis et je ne vois pas ces gens-là dont ils parlent, eux. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de milieu séparatiste. Tout le monde sait qu'il y a le MAC. Pourtant, le MAC, et c'est là où je voulais en venir, Vous le MAC voyez, vous, n'a dans le Hirak jamais... Voilà, vous venez de le dire. Le MAC n'a jamais participé au Hirak. N'a jamais revendiqué le Hirak. Ne s'est jamais immiscé dans les affaires du Hirak. On est d'accord. C'est jamais mis dans le Hirak. Alors pourquoi il dit... Donc il ne parle pas des milieux séparatistes, il ne parle pas du MAC alors. Alors il veut peut-être suggérer que c'est toute la Kabylie? Est-ce que ce n'est pas ça par hasard? Il est dans son éternel... C'est un pouvoir aux abois qui est Non, dans non, son mais moi j'aimerais éternel- vous l'entendre dire que, Attends. à travers ça, il est en train de nous dire clairement, puisque ce n'est pas le MAC n'est pas dans le Hirak, qu'il parle de toute la Kabylie, parce que pourquoi? Parce que tous ces relais, tous ces nervis, tous ces mercenaires, pendant tout le Hirak, nous ont dit ça, c'est pas un Hirak national, c'est un Hirak des Zouaves, des Qbaïl, avec les sionistes, avec l'OTAN, avec... C'est vrai ou pas? Donc là, c'est ce qu'il dit. Il est en train de désigner la Kabylie comme un milieu séparatiste qui exploite les marchés hebdomadaires. Il parle du MAC qui est une émanation, enfin une création du DRS. On le sait, hein, on le sait, avec qu'à voir. Comment Farhat Mani s'est fait connaître le jour du détournement de l'avion d'Air France. On le connaît, personne ne le connaissait. Ce jour-là, on a connu, il y avait Farhat Mani comme par hasard. Il était quand même connu dans le milieu identitaire, la revendication berbériste. Mais oui, mais C'était vaguement, personne chanteur, n'entendait. c'était un chanteur C'était quand un même qui pesait bon, assez ne lourd. le connaissaient que quelques initiés à l'époque. Que quelques initiés. Bon, à l'époque, mouvement berbère, on connaissait, mouvement culturel berbère, on connaissait plutôt Saïd Saadi, etc. Donc, mais lui, le MAC est une création du DRS. Et ils ont avancé Farhat Mani pour le faire connaître à l'époque. C'était l'autre. Il y a eu d'une main, ils ont créé le GIA, les GIA, qui sont une création du DRS, et de l'autre main, ils ont créé le MAC. Voilà, pour mettre toute l'Algérie dans le doute. Mais en tout cas, eux, ils ne peuvent pas parler du MAC parce que le MAC, est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ils ne peuvent pas parler du MAC. Le MAC, il est honni en Kabylie. Personne n'aime le MAC en Kabylie. Il a quand même, disons, une petite minorité qui est avec lui. Bon, mais ce Des n'est pas le marginaux, sujet. il y a Ce des n'est pas MAC. le sujet. Ce sont des marginaux qui sont avec le MAC. Ce n'est pas le sujet. On pourrait en parler. Peut-être même qu'on pourrait un jour avoir quelqu'un du MAC ici pour en parler. Ce n'est pas un souci. Mais quand ils disent émanant, alors, les actes subversifs et les graves dérapages émanant de milieux séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme. C'est pour ça que je voulais avoir la une du Soir d'Algérie où on montre Ali Belhaj en photo avec des islamistes, oui, où on parle de Rachad. Un scénario de Rachad. Oui. Voilà, ça s'appelle un scénario de Rachad. Voilà. Alors, quand il parle de milieux séparatistes, moi, je me suis dit, il ne peut pas parler du MAC. Le MAC n'a jamais marché, n'a jamais participé, il a toujours dit, le Hirak, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est la Kabylie que je veux indépendante. Ça me fait rire parce que, en fait, ça me fait penser à quelque chose, c'est que le seul milieu séparatiste, c'est eux. Parce que c'est eux, depuis le début, depuis toujours, ils jouent sur la division. Donc le seul milieu séparatiste, nous aussi on peut les désigner comme même milieu séparatiste. Parce que je parlais d'autres. En fait, là je comprends mieux parce que j'ai la une sous les yeux. Donc un scénario de Rachid avec un point d'interrogation. Donc on peut répondre à la question avec oui ou non. Et qui tombe en même temps. Et oui, franchement. Alors nous sommes en train de la regarder. Regardez bien. Un scénario de Rachad, alors affaire du mineur prétendument torturé. Il parle de Saïd Chitouane. Oui. Un scénario de Rachad avec point d'interrogation, mais regardez l'image qui illustre l'article. Vous voyez Ali Belhaj avec des islamistes du fils. On est d'accord? Or, Ali Belhaj n'a jamais participé au Hirak puisqu'il ne peut même pas aller faire la prière du vendredi.
comment on l'aurait autorisé ou laissé manifester au Hirak? Il n'a jamais pu manifester. Donc, l'article de ce journal qui nous parle de Rachad, mais qui nous montre une image du fils et de la personne la plus emblématique du fils en Algérie, toujours vivante. Qu'est-ce qu'il cherche Il n'a pas montré comment s'appelle le compagnon d'Ali Belhadj, Abbasi Madani au Hirak. Abbasi Madani, il n'est plus là, malheureusement pour eux. Presque ça. Malheureusement pour eux. Oui, sinon il l'aurait montré. Il l'aurait montré. Vous savez comment on appelle ça? Ça, c'est une Robert. technique qui est vieille comme le monde, à laquelle on recourt la plupart des dictateurs. C'est la technique, dans l'action psychologique, on appelle ça la technique du bouc émissaire. Oui. C'est ce qu'a fait Hitler avec les Juifs. Il les a désignés à la vindicte populaire pour réaliser l'union contre un seul ennemi désigné, contre un ennemi intérieur désigné. Mais scandale, les Juifs existaient. Ils existaient, oui. Ah, ils étaient là. Ils ont servi de bouc émissaire, ils existaient. Oui. Mais là, en l'occurrence, il parle de milieux séparatistes qui n'existent pas. Qui n'existent même pas. Dans le Hirak, hein, dans le Hirak. Oui, mais Et là, il parle crée de mouvances illégales. D'abord, Rachid n'a pas demandé d'agrément, elle n'a pas dit j'existe légalement. Voilà, Elle existe en France où elle est légale, elle existe en Suisse, je crois, où elle est légale. en Angleterre. Oui. Et il dit proche du terrorisme. Les membres de Rachid, à mon humble avis, ils ne sont pas proches du terrorisme. Mouradine a travaillé au CERN. C'est un grand complexe atomique de recherche sur le nucléaire. Un terroriste ne peut pas travailler dedans. Bah, en fait, Et à ce propos, il disait... Abbas Arwa, Rachid Mesli. Oui, oui. Bah, c'est pas très poli de répondre à une question par une question, mais là, c'est une question, en l'occurrence, un scénario de Rachid. Moi, j'ai envie de leur poser aussi une question. C'est un scénario de l'État? Parce que qui est en train de terroriser le peuple en ce moment? Rachid. Rachid معنا في الحراك. Les membres de Rachid, en tout cas les membres en tant que citoyens algériens à l'étranger ou à l'intérieur, ils sont en train de militer. Et si ce n'était la propagande que leur a faite le même régime pour agiter l'épouvantail de l'islamisme, Alors, peut-être ils ne seraient pas aussi connus qu'aujourd'hui. Franchement, l'équation, elle est simple. Hein. Ouais. L'équation, elle est très simple. Hadou, les généraux, Fesdine, ils se détestent. C'est pour ça qu'on parle Les uns de les guerre autres. clanique. Oui ou non? Oui. On parle de guerre clanique. Ils Absolument. se détestent les uns les autres. Mais d'ailleurs, il y a même de l'anthropophagie, du cannibalisme. Ils دخلوا في بعضهم في الحبس كلاو بعضهم اللي يدي ب20 سنه اخبط اللي حكموه يعذبوا فيه اللي par contre ils se soutiennent contre le peuple parce que على بالهم il y en a un qui tombe, ils tombent tous en fait. Huma, quand ils décident de faire tomber quelqu'un, c'est eux qui le font tomber. C'est le peuple qui le fait tomber. Ah oui. Donc, Rachid, il fait partie du Hirak. Les membres de Rachid, en tout cas, les membres de Rachid en tant que citoyens, Oui. ils font partie du Hirak. S'ils tombent, on tombe tous. Donc, on se soutient par principe. Huma ما يحبوش بعضهم. Bien sûr, في الحراك احنا 42 مليون ولا 40 مليون، نحي عليك 2 ملايين سراق. احنا 40 مليون. On est 40 millions. معنا Rachid, ما معناش Rachid, il y en a un qui tombe, on tombe tous. Donc, on se déteste, on s'aime. On se soutient نحكموا في quand même. بعضنا jusqu'au bout حتى نطيحوهم هما. Voilà, donc c'est le jeu de la corde en fait, qui tire, qui tombe le premier. Voilà, donc celui qui va tenir le plus en fait, c'est là où il y a le plus de monde. Là où il y et c'est a de l'union et là où il y a... Et plus il y a de mains la sur la force. corde en fait, plus la force est de notre côté. Voilà, et puis quand ils parlent comme ça de mouvements séparatistes et quand ils essayent de polariser le Hirak, là il parle du MAC d'ailleurs qui est inexistant fait le Hirak, ou là il parle de Ali Rachid. Belhadj qui n'est pas dans le... Que ça soit du fils, que ça soit de Rachid, c'est une minorité. Et en fait, c'est une technique des États dictateurs pour contrôler les masses. Le contrôle des masses, il vient comment? C'est pas en contrôlant la masse elle-même, parce qu'on est beaucoup. On contrôle les masses par les minorités, par les pôles. Et les pôles, on essaie de les diaboliser en fait pour faire peur aux gens.
Elle vient de là. En fait, c'est comme vous avez dit, hein, c'est la fabrication, enfin, c'est une fabrication de l'ennemi intérieur. Voilà. Voilà, c'est qu'ils sont en train de fabriquer un ennemi qui est inexistant. Et tout ce qui est en eux, et on appelle ça en fait en psychologie l'introjection projective, c'est que quelqu'un qui devient paranoïaque par rapport à quelqu'un d'autre, ou là ils ont en fait introjecté quelque chose qui est en eux, ils sont en train de la projeter sur le peuple. Donc leur terrorisme, ils sont en train de le projeter sur nous. Ils sont en train de le projeter sur nous parce que les Hirakiyin n'ont pas été seulement traités d'extrémistes, ils ont été traités de quoi? Zouef. Voilà. La Kabylie, Ils ont été toute la trouvés. Kabylie. Non, حنا كل زواف parce bon que ils n'ont pas réussi avec ça. Il a prononcé le mot زواف القايد صالح خرجنا له كل قلنا له احنا زواف. En fait, voilà. Donc en fait ils ont tout essayé et ça ramène aussi au fait de dire هما ما يحشموش احنا ما نحبسوش. Donc ils reviennent à la charge. En fait, on leur a montré à plusieurs reprises que c'est des manœuvres qui ne marchent plus. Ça a marché à une certaine époque, ça ne marche plus maintenant en fait parce qu'il y a d'autres mécanismes que nous aussi maintenant, on a pu gagner, on a pu apprendre. Donc ça ne marche plus ça avec nous. Et c'est pour ça que le titre de l'émission, un régime qui sombre dans ses contradictions. Voilà, donc il invite des Français à venir visiter le pays. Ben, c'est ça. Et puis il a peur qu'ils viennent parce qu'ils vont voir la vérité, et que leur presse va montrer la douloureuse réalité à l'opinion publique française. Ça, et ils ne savent plus quoi faire. Et en Si fait, tu permets, Jamal, oui, si tu bien sûr. permets, moi je reste fermement convaincu que l'annulation ne vient pas du pouvoir algérien, mais vient d'ici, de la France. Et je me demande d'ailleurs si à court ou moyen terme, aussi bien les États-Unis, l'Union européenne et particulièrement la France, ne vont pas gentiment les pousser à la sortie. Ils vont les lâcher, quoi. Non seulement les lâcher, mais gentiment les pousser à la sortie. Leur demander d'aller voir... Ils deviennent gênants pour leurs partenaires, absolument, leurs protecteurs. Absolument. Ils commencent à devenir gênants. C'est-à-dire leur fréquentation commence à devenir gênante. Et justement, l'affaire de Saïd Chetouan Nadia... On va y arriver. Justement, c'est ce qui est en train de les stigmatiser à fond, mais vraiment à fond. Oui. Hein. Et c'est pour ça que nous allons y arriver. Ils commencent à devenir infréquentables. c'est exactement ça. Ils commencent à devenir. Et en fait, moi, je vais plus loin. C'est pas eux qui deviennent gênants. Voilà. C'est nous qui devenons gênants parce que gênants pour eux, oui, pour le pouvoir. En fait. هما ما همش جينون هما يعرفوهم ils ont toujours été comme ça علاه نزار كان بكري مليح ودركا ولا نزار toujours été نزار بالخير a toujours été بالخير mais il n'y avait pas des millions d'Algériens dans la rue. Exactement. Donc en fait هما واش ما فهموش ce qu'ils n'ont pas compris c'est qu'il y a toujours eu une communication contradictoire. Voilà. Et en fait, en psychologie, encore une fois, vous allez dans les familles où il y a une communication contradictoire, c'est vraiment l'effort de rendre l'autre fou, en fait. C'est pour rendre fou, en fait. Et cette communication contradictoire, ils n'ont pas compris comment, dans un acte de sublimation totale, en fait, il y a eu le hirak, voilà, comme résilience. Et vous avez vu comment l'histoire se répète, ya Jamal. Oui. L'histoire se répète finalement, et c'est vraiment quelque chose de sublime. Le 8 mai 45, il y a eu les massacres de Guelma, Straïf et Kharrata, etc. C'était quelque chose d'effroyable. L'écho d'Alger a titré 45 000 morts. Il a titré en manchette, si vous vous souvenez. Ça a commencé à nourrir la rancœur petit à petit. 10 ans plus tard, il y a eu la révolution, début de la guerre libération. Et là, il y a eu la décennie noire, 15 ans après, ça a commencé, ou 15 ou 20 ans après, hop, le hirak. Et qui avait titré 45 000 morts, vous avez dit? L'écho d'Alger. Ah bon? Ah oui. Ah bon, il avait titré ça? Titré 45 000 morts. Ah, d'accord. Il les a reconnus. Alors, nous allons regarder quelque chose d'assez curieux. À la veille, avant que la demande ne soit annulée ou reportée ou que la demande de report ne soit exprimée. La logique aurait voulu, même si dans le discours officiel qui sert à faire fonctionner le fonds de commerce mémoriel, Chouhada al-Moujahideen ou France al-Adou, mais à la veille de la visite de la France
officielle en Algérie, la diplomatie la plus basique aurait voulu qu'on ne tienne pas de propos. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est un ministre algérien, aujourd'hui, écoutez bien ce qu'il a dit. Écoutez bien, hein. Avant l'annonce, hein, il est censé faire partie de la délégation qui allait recevoir la délégation française. Écoutez-le, monsieur le ministre du Commerce. Monsieur le ministre du Commerce. راح يكون الصوت بارتو Pardon. ان شاء الله ان شاء الله ما تقلقيش برك ان شاء الله نكذب انا ماني ونعطي بعض الارقام اللي يمكن الرجوع اليها عن طريق الانترنت. عدوتنا فرنسا التقليديه والدائمه عندها عجز في منظومه الضمان الاجتماعي ب 44.4 مليار اورو. ونعطي بعض الارقام اللي يمكن الرجوع اليها عن طريق Du Commerce et ministre du Travail. Nous allons encore l'écouter. Hein. Écoutez bien. Quand il parle de France, العدوة تاع بكري والعدوة تاع درك. Écoutez bien. ونعطي بعض الارقام اللي يمكن الرجوع اليها عن طريق الانترنت. عدوتنا فرنسا التقليديه والدائمه عندها عجز في منظومه الضمان الاجتماعي ب 44.4 مليار اورو. Vous y comprenez quelque chose? Ils invitent le gouvernement français, dont tout le monde sait que c'est leur protecteur, c'est leur complice, c'est leur protecteur. J'allais dire un mot qui ne se dit pas en famille. Et qui est un ministre de ce régime qui invite les Français à venir. Il dit notre invité de toujours et notre invité d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça? C'est de l'incompétence? C'est un coup fourré? C'est quoi? Notre invité de toujours. Ennemi. Ennemi de toujours, Bah, oui. J'ai dit invité. Je ne sais pas, Il j'ai a dit compris. notre ennemi de toujours et notre ennemi d'aujourd'hui. Daïma, notre ennemi permanent. ado, ouais. L'hélium. Ce que je... Allez-y. Allez. Ah non, non, c'est méthodique. Hein. C'est méthodique, mais c'est ce que moi... Il y a un problème avec votre micro. Hein. Donc la parole est à Skandar, d'autorité. C'est une manière de mettre la poussière sous le tapis et, comme vous dites souvent, cacher le soleil avec une passoire. Avec un tamis. Avec un tamis, oui, une passoire. Gharbal. Gharbal. Donc, mais ça ne nous étonne pas. De toute façon, ça ne nous étonne pas. Comme s'ils étaient, c'est-à-dire là, pour traiter avec la France avec condescendance, c'est notre ennemi, on veut bien le recevoir. Vous aussi, vous avez un problème de micro. Alors, on va prendre... allez-y, poursuivez. Non, vous, oui. ça va. Ouais, allez-y. Oui, donc, c'est-à-dire une manière d'être condescendant envers la France, une manière de sauver les apparences. Mais dans la réalité, on sait quelle est la nature des relations entre la France et le régime d'Alger et la junte militaire d'Alger, puisque c'est elle qui commande. En fait, on a affaire... en France, c'est quoi? C'est une civilisation qui a accompli sa révolution industrielle et donc sa révolution sociale au siècle des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Et de l'autre côté, c'est-à-dire avec toute une expérience politique et dans la construction d'une société humaine organisée. Et de l'autre côté, on a quoi? Une administration tellement corrompue qu'elle n'arrive même pas à ramasser ses ordures dans les rues de la capitale. Voilà ce qu'on a. Donc, mais c'est dommage, Skandar, parce que nous avons eu une révolution, une guerre de libération absolument fabuleuse. Absolument fabuleuse. Qui a donné le jour à des libérateurs absolument incroyables qui, pour beaucoup d'entre eux, ont été tués, chassés, persécutés, et certains corrompus aussi, pour se taire. Absolument. Mais c'est dommage que finalement ce pouvoir, il est issu des putschistes de 62. Des putschistes de 62 et de 58 aussi. Ce n'est pas l'État en tant qu'État qui est là, mais c'est surtout ces gens, ces embusqués. D'abord des putschistes de 58. Oui. De 1958, ceux qui ont assassiné Abban Ramdan, oui, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes qui ensuite ont pris le pouvoir en 62, planqués dans l'armée des frontières. Alors, on vient d'être rejoint par Maître Majid Hachour, avocat entre autres de Saïd Chetouane et de sa maman. Maître Majid Hachour, merci d'être avec nous.
Bonsoir tout le monde. Ben, je suis hyper content d'être avec vous. Merci. J'ai tout le temps souhaité être de votre dans vos débats, que j'apprécie beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous nous confirmez que vous êtes l'avocat de Saïd Chitouane et de sa maman? Oui, parce qu'ils étaient des Zawaliya dont tout le monde a... Ah, oui, il y a un souci? Maître Majid Hachour? Il y a un problème, nous allons revenir. On me dit que c'est un problème de réseau. J'espère que le maître a un téléphone fixe chez lui. Farida, je reviens à vous. Oui, donc par rapport à ce qu'a dit le ministre du Le Travail, ministre c'est du ça? Travail, oui. C'est incroyable. Alors, moi, c'est ce que j'appelle la subversion. Ça, c'est de la vraie subversion. Vous pensez qu'il l'a fait exprès? Ah ben oui, c'est fait exprès. Cette communication-là autour de la France à l'intérieur n'est pas la même à l'extérieur. Rappelez-vous ce qu'a dit Tebboune de Macron quand il s'agissait de communication à l'international. Donc quand il s'agissait d'une communication qui allait arriver aux oreilles des Français, en tout cas de la France officielle. Par contre, cette communication du ministre de Travail à l'intérieur... Oui, mais même à consommation locale, ils ont l'habitude de nous faire ça. Ah ben oui. Double discours au local, Complètement. oui, c'est ça. avec la France. Mais là c'est une communication publique à la veille d'une visite officielle. Mais oui, mais même à la veille d'une visite officielle, c'est que cette visite officielle-là, en fait, c'est justement pour enlever le doute que Houma, ils ont fait allégeance. Houma, ils ont fait allégeance. En fait, Houma, l'information pour eux, elle est claire dans leur tête. Ils ont fait allégeance. Ils travaillent avec eux, ils font ce qu'on leur dit, ils obéissent. Par contre, les Jazairiens, bien sûr qu'il y a un autre discours, et notamment par la langue française, par rapport à la langue française aussi. On va mettre l'anglais. Le français complètement. Là, c'était une période de froid entre les deux. Mais même si ce n'était pas une période de froid, en fait, à partir du moment où il y a des documents qui sont importants, qui sont rédigés en français et qui sont à la portée du citoyen algérien. Et à partir du moment où le français en tant que langue, donc en tant que moyen linguistique, je ne peux pas interdire à quelqu'un ce que je possède. Ça serait indécent. Et en fait, on retombe toujours dans ce fonctionnement-là de halal aliya, haram alik. Parce qu'à partir du moment où je maîtrise un outil, que je l'interdis à quelqu'un, en fait, c'est que je suis en train d'abrutir la personne. Je ne suis pas en train de lui rendre service. Il y a des livres qui sont absolument précieux sur ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie et notamment la torture, le sujet qui est tellement d'actualité en ce moment, et sur les méthodes même de torture qui sont systématiques et systématisées en fait, qui sont très importants à lire à l'heure actuelle. Donc si on ne possède pas l'outil de la langue... Farida, est-ce que ce n'est pas une manière, quand il dit par exemple est-ce que ce n'est pas une manière de dire qu'ils doivent tous leurs déboires sont dus c'est la France qui est à l'origine de tous leurs déboires, oui, pour dire c'est la main de l'étranger. Pour se dédouaner en fait. Pour se dédouaner, pour dire que c'est la France qui est... Pourquoi alors Tebboune dit, moi je soutiens le courageux Tebboune. Je rappelle que ce n'est pas toute l'Algérie qui est dans le Hirak. Oui. Le reste du pays, comme dit Kamel Daoud, dont on a deviné que c'est lui qui lui versait à l'oreille, c'est toute l'Algérie, c'est pas toute l'Algérie qui est dans le Hirak. Pourquoi alors dans ce cas, si c'est ce scénario-là que vous envisagez? Non, mais ce n'est, en fait, c'est un peu la technique du bouc émissaire. C'est pas la technique du bouc émissaire, c'est on les entend constamment parler de la main de l'étranger, la main de l'étranger. La main de l'étranger, elle vient où? Elle vient d'où? C'est qui cette main de l'étranger? C'est eux, c'est la France, c'est l'ennemi de toujours, c'est l'ennemi d'aujourd'hui. Et moi je rappelle toujours que presque tous les barons du régime ont leur bien. Allez-y, voilà, on leur bien à Paris. Mais ce que je trouve d'hallucinant, et Jamel, ce que je trouve d'hallucinant dans cette affaire, c'est que ce régime, au lieu de prendre de la hauteur par rapport à l'affaire, par exemple, Saïd Chitouane, au lieu de prendre de la hauteur et d'ordonner une enquête véritablement indépendante
avec pour effet immédiat la suspension des policiers incriminés. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils désignent un bouc émissaire, ça vient de l'étranger, c'est la main de l'étranger, tout ça, et ils se serrent les coudes entre eux. Et ça, on connaît ces symptômes. Alors, je me permets de vous interrompre. Nous allons voir Saïd Chitouane aujourd'hui en train de manifester devant le parquet de Sidi Mohamed pour soutenir ceux dont on a dit, dont les régimes a dit, dont Hayat TV a dit qu'ils ont fait pression sur lui, que c'est une bande de malfaiteurs qu'il utilise pour salir l'image de la police, etc. Écoutez-le. ما كاينش اللي حرضني انايا والله ماني حابس ما نسمعش في خوتي المعتقلين هذا اللي كان وانا اللي ويا ما هي اللي قلت لهم ديروا الفيديو باش ما يصراش لولاد الناس كيما صرا لي انايا وهذوك ماشي هما اللي حرضوني هذوك خاوتي هذوك خاوتي هذوك خاوتي هذوك خاوتي وقفوا معايا خير من دمي الله يحفظك Donc, Khaouti, et je rappelle que le papa, dont on rappelle qu'il est divorcé d'avec sa maman, a refusé de porter plainte contre les jeunes qui sont en prison et d'autres. Et quand la presse dit qu'il a refusé, qu'est-ce que ça veut dire, Farida Hamidi? Ça veut dire qu'on lui a demandé de porter plainte. Qu'on l'a sollicité pour porter plainte. Voilà. Et que lui a dit non, je ne porte pas plainte. C'est ça. Et si je peux juste dire deux mots sur justement la France qu'il désigne comme ennemi d'hier. En fait, d'hier et d'aujourd'hui. D'hier et d'aujourd'hui. C'est en fait pour nous ramener encore. C'est de la manipulation. C'est pour ça que je vous parle de subversion en fait. Donc on nous ramène à France, c'était notre ennemi hier. C'était pendant la guerre d'Algérie. Oui. Donc on nous renvoie au fait qu'il y avait des héros, c'est nous les héros, c'est Khayrouna Hna en fait, c'est eux l'Algérie. Voilà, c'est eux qui étaient au front. Exactement, on est toujours ramené aux mêmes choses. Tout ça est induit de manière inconsciente, hein, parce que lui, quand il lâche le mot, quand il lâche le mot de France, hein, en fait, c'est notre ennemi d'hier et d'aujourd'hui. Il y a des associations autour de ça. C'est un mot, mais qui va impliquer énormément de choses qui vont se mettre en place en fait, hein, et rétablir le fonctionnement de « on est vos sauveurs ». C'est un peu tout à l'heure comme il parlait des extrémités, hein, des deux pôles, qui ne sont pas des pôles d'ailleurs. Nous avons Maître Majid Hachour. Maître Majid Hachour, vous êtes dans un train, m'a-t-on dit? Oui, je suis dans le train, je suis encore dans le train. C'est dommage, parce que ça... Voilà, déjà que le réseau est mauvais. Allez-y, essayez de vous exprimer, de nous expliquer ce qui se passe. Je disais quand je dis que tout le monde a essayé de mépriser ou d'intimider. Je vise une certaine presse, des janissaires de la plume et des janissaires de YouTube. Et les malheureux que beaucoup, et les vraiment à déplorer que beaucoup n'ont pas osé défendre cette pauvre famille composée d'une femme divorcée et d'un enfant, un enfant séparé de ses parents. Donc il fallait bien que dans ce genre de cas, quand je le disais toujours, il y a toujours un tête brûlée, il fallait toujours un tête brûlée pour commencer. Donc voilà, on s'est constitué, on a parlé j'ai parlé. Majid Hachour, expliquez-nous d'abord ce qu'est cette affaire El Hayat qui a fait paraître des choses ignobles, immondes, indicibles sur cette maman et son fils, juste pour se porter au secours des tortionnaires et des violeurs. Expliquez-nous un peu. Il est bien clair que l'objectif du pouvoir était de salir les jeunes, de salir la révolution, de salir le peuple algérien qui n'a plus rien à prouver de par sa silmia admirée par le monde entier. Donc pour cela, pour le salissement ou pour cette basse besogne, il fallait bien des mercenaires et des gens serviles. Je m'excuse de ce langage que j'utilise, il est rare que j'utilise, mais c'est la triste réalité.
Donc il fallait bien prendre le taureau par les cornes. On a discuté avec la famille, on a discuté avec entre nous. Il y aura des initiatives à prendre prochainement pour mettre fin à ces manœuvres, et c'est ridicule qui continue encore avec la quantité d'un pouvoir qui devrait être régulateur. Voilà, allô? Vous écoute. Allô. Donc, avec ce pouvoir qui devrait être régulateur, parce que il y a un ministère, quand on sait qu'il y a un ministère de la communication qui est malheureusement aussi chargé d'insulter les journalistes, les libres journalistes, ou de justifier leur emprisonnement, ou de bloquer des chaînes telles que Maralibia. C'est pas que je vous caresse dans le sens du poil. C'est pas vrai, c'est la triste réalité. Nous avons toujours affaire à un pouvoir tyrannique, avec une justice qui, au lieu, dans la profonde philosophie, et d'empêcher justement la tyrannie, mais on voit bien le résultat, on voit bien le parcours, on voit bien la triste réalité. Et donc, devant cela, il fallait bien un tête brûlé pour prendre le taureau par les cornes. Maître Majid Achour, nous avons mis à côté de vous les déclarations, ce qu'a dit Hayat TV. Est-ce que vous pourriez nous dire, parce que là c'est en arabe, Masadr al-Hayat tekshef an waqa'i', etc. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il est question? Les questions de mensonges. Les questions de mensonges. Oui, mais qu'est-ce qu'elle dit, Hayat TV, au juste? Je préfère ne pas parler de ces rédacteurs en chef, ni de le citer. L'important pour nous, ce qui est important, c'est que des actions en diffamation vont d'ores et déjà être orchestrées, être enclenchées, orchestrées, c'est trop gros. Je dis vont être enclenchées. Il n'y a pas uniquement cette télé. Il y a au moins deux, trois télés. Il y a au moins deux journaux qui devraient en supporter les frais. Et voilà. Donc c'est dans ce sens que. Majid Achour, on voit bien qu'il y a le rappel des plumes qui sont dans ce genre de choses, mais jusque-là, aucune plainte contre ces journaux, ces télés, où les calomnies sont pourtant tellement évidentes. Jamais ces plaintes n'ont abouti. Jamais un journal ou une télé qui ont attenté à l'honneur, à la dignité des gens, qui ont calomnié, n'ont été inquiétés la plus petite façon, si ce n'est qu'on a augmenté leur volume en publicité. C'est le choix et la vocation du pouvoir tyrannique de découvrir ses spires, de découvrir ses soldats, de découvrir ses janissaires, je dirais, ses janissaires. Donc nous au-delà du dépôt de plainte, il s'agit d'avertir le public. Ah, on l'a encore perdu, maître. Ah oui, vous êtes avec nous. Alors, au sujet de la mise sous mandat de dépôt des détenus qui avaient dénoncé les agressions sexuelles commises contre le jeune Saïd Chitouane, ils ont été arrêtés. Ils sont passés d'abord devant le procureur ce matin à 8h30 sans la présence de leur avocat, puis ils ont été traduits devant le juge d'instruction qui les a mis sous mandat de dépôt. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? On l'a perdu. Voilà, donc, Farid Hamidi, au sujet de Hayat TV, c'est atroce ce qu'ils ont dit sur sa maman, sur ce garçon, sur les jeunes. Ils ont dit qu'ils se réunissaient dans une villa, qu'ils faisaient des choses qu'on ne pouvons pas dire aujourd'hui devant les familles. Ils ont été atroces, atroces.
Ils ont été jusqu'à parler du gamin comme un enfant illégitime. Excusez-moi, je cherche le titre d'un livre en même temps. Mais c'est eux qui sont illégitimes. Nous, ça fait 2 ans, en fait. Oui. Vous voyez ce que je vous ai dit Ils sont tout en train de dire à l'oulad Nas, si vous voulez, ils sont illégitimes. Voilà, parce que eux, ils le sont pour de vrai, en fait. Donc, quand il devient insupportable, il faut que je partage un peu avec les autres, parce que le voir en moi-même à ce point-là, c'est énorme, c'est insupportable. Exact. Donc, moi, on me désigne d'illégitime, attendez, je vais me venger sur vous, parce que du coup, l'affaire de ce jeune homme, de ce petit-là, Saïd Chetouane, c'est le coup de grâce. C'est un mineur. Et ces attouchements-là, en fait, c'est sur un mineur. Là, on ne parle plus de personnes adultes qu'on a attrapées pour des publications Facebook ou parce que c'est des opposants, c'est des militants. Même ceux-là, ils ont été épinglés, ils ont quand même été condamnés par l'ONU, par plein d'institutions. Oui. Voilà. Donc là, par contre, ça touche à un mineur. Alors, Farida, je vais revenir vers vous particulièrement pour parler de cette libération de la parole, pour ce qui est des viols, des harcèlements sexuels, des agressions sexuelles, toutes sortes. Mais avant de libérer, parce que nous avons réussi à le joindre de nouveau, mais nous ne pouvons pas le garder longtemps parce que ça se coupe à chaque fois. Maître Majid Hachour, sur ces détentions de Mohamed Tajadid, Malik Riyah, Souhaib Dabbaghi, Nourdine Khimoud, Dina Jid Milano, et dont Tajadid Mohamed et Malik Riyah ont été placés sous mandat de dépôt. Qu'est-ce que vous pensez de cette tournure des événements? D'abord, c'est à mon tour de m'excuser pour ces coupures. C'est dommage, oui. Le hasard a fait que je sois dans un train. Mais bon, j'ai assisté à l'instruction de Tajadid Mohamed. Et puis, par la suite, mes confrères et consoeurs ont repris le relais. Bon, ça va toujours dans la logique de diaboliser et de minimiser, des fois de ridiculiser, je m'excuse, les jeunes du Hirak, ce qui est vraiment honteux. C'est honte à eux, honte à ce pouvoir, honte à cette justice. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche, en fait, d'avoir dénoncé ces faits commis contre le jeune mineur? Oui, et figurez-vous qu'on leur a... Comment dire, coller un paquet d'accusations. C'est comme si c'est tout le code pénal, ou du moins une partie. Quand on dit création d'un groupe de malfaiteurs, publication de fake news, à même de menacer la stabilité nationale. Figurez-vous, des détournements de mineurs, et bon, aujourd'hui, fait nouveau, détention de drogue. Donc, on va passer ces jeunes-là pour des voyous, des détourneurs de mineurs. Ils ne les ont pas accusés d'avoir provoqué le tremblement de terre de Bjaya? Mais c'était juste, en fait, je vais leur dire qu'ils avaient... Sincèrement, j'avais pensé à ça. C'est comme si vous avez deviné, quoi. J'allais leur dire, bon, et le dernier tremblement de terre, est-ce qu'on ne peut pas leur inculquer comme ça tout sera réglé. Comme ça, ce sera la totale. Voilà, exactement, il n'y a pas de souci. Non, mais soyons sérieux. Il s'agit d'un problème de Hirak. C'est des Hirakistes, c'est des activistes du Hirak. Ils ont quand même leur mot à dire, surtout à Alger et partout ailleurs. Et comme on veut arrêter le Hirak, et surtout celui du samedi. Est-ce qu'ils n'auraient pas choisi ces gens d'abord parce qu'ils ont dénoncé une dure réalité des geôles, de ce qui se commet dans les geôles de ce régime, mais aussi parce que ce sont des figures de proue du Hirak, des figures très connues qui sont à l'avant-garde, dont Mohamed Tajadid est le poète. On dit de lui que c'est le poète de la Révolution. C'est le poète de la Révolution. Ce que je disais, d'abord, c'est des visages de proue, ça c'est clair. Et du Nord, c'est par rapport à ce qu'ils faisaient. Parce que eux, leur activité, c'est des blogueurs. C'est des blogueurs, ils faisaient dans l'alerte. Souvenez-vous de Drarni qu'on a emprisonné parce qu'il faisait son travail, parce qu'il couvrait des marches. Eux, c'est la même chose. On les emprisonne parce qu'ils dénoncent une situation.
attendez, je cherche mes mots, on leur tire la loi 15-12, la loi 15-12 sur la protection de l'enfance, et le juge qui leur dit attention, la loi 15-12 sur la protection, elle est très dure pour les gens qui utilisent des mineurs. Merci, Maître Majid Hachour. J'espère que la prochaine fois, nous réussirons à vous avoir en dehors du train, chez vous, bien installé devant votre fixe ou devant votre Skype. Merci beaucoup et merci pour votre participation. Farida, la pratique de la torture, la pratique du viol, non pas, j'allais dire, en système d'interrogatoire, mais en système de terrorisme effectué par des sadiques. Il y a beaucoup de sadiques dans ces milieux-là. Tout le monde le sait. Hein, c'est un secret de polichinelle. Dans les années 90, ils ont commis des atrocités que personne ne peut raconter dans un plateau comme celui-ci. C'est trop fort, c'est trop atroce. Mais les gens n'ont jamais parlé, surtout les hommes qui ont été victimes de ce genre de pratique. Parce que l'homme violé, j'allais dire, est plus honteux que le violeur lui-même. C'est comme ça. Mais là, les gens commencent à parler. Et on dirait que ça fait peur au système. Et qu'il est en train de sévir très durement pour empêcher justement que la parole ne se libère. Et que ce soit une crue. Hamla. Qu'est-ce qui a fait que ces gens ont pu se libérer et aller à l'encontre, à contre-courant de la pudeur ambiante et parler et dire les choses? C'est parce qu'ils ont vu, je pense, la réaction ou l'opinion publique lors des révélations de Walid Nekich. Donc quand il a fait ces révélations, ils ont vu en fait l'élan de soutien à ce jeune homme par rapport à ce qu'il a subi. Et par la suite, il y a eu d'autres révélations, il y a eu d'autres personnes qui ont dit qu'ils ont été victimes. Et je pense que, en fait, maintenant, la différence, la culpabilité, j'ai envie de dire, de celui qui est du bourreau, n'est plus, en fait, absorbée par la victime. La victime, elle sait qu'elle est victime. Donc, à partir de ce moment-là où on a reconnu dans la victime son statut de victime, la parole se libère à ce moment-là, justement. Voilà, parce qu'il y a une reconnaissance. Et eux, c'est ce qui leur fait peur, en fait. C'est que les gens... Parce qu'à partir du moment où vous reconnaissez votre statut de victime, c'est que vous reconnaissez, c'est que vous prenez conscience que vous avez des droits. Et on est avec des gens qui ne veulent pas que les Algériens se rendent compte qu'ils ont des droits. Parce que la pratique de la torture, justement, c'est pour annihiler la personne. C'est pour la faire disparaître en tant que personne, en fait. C'est de la transformer en un objet dont on fait ce qu'on veut. Et c'est pour ça que le violeur ou le torturé baisse les yeux, alors que le tortionnaire ou le violeur ne baisse pas les yeux. C'est ça. C'est ça. Et en fait, quand on parlait tout à l'heure de sadisme et de... Moi, enfin, je ne sais pas, je ne vais pas voir, en tout cas en psychologie, parce que derrière ça, il y a quand même une pulsion sexuelle. C'est que celui qui viole, il a peut-être plaisir, pas celui qui est violé, il souffre. Sauf que là, en fait, le plus grave, c'est qu'on n'est pas dans cette configuration-là. Parce que tout à l'heure, on parlait d'enquête, en fait, d'ouvrir une enquête. En fait, je ne peux pas demander à mon bourreau d'ouvrir une enquête sur lui-même. C'est que c'est lui qui est en train de violer. Je ne vais pas lui demander d'ouvrir une... Ça serait trop drôle, en fait. Très juste. Voilà. Par contre, eux, ce qui leur fait peur, c'est que les choses leur échappent. Parce qu'à partir du moment où il ouvre une enquête, ce n'est pas celui qui viole qui va rendre compte. Celui qui viole, il va être puni. Pourquoi? Parce qu'il a fait acte d'abus de pouvoir pendant l'exercice de ses fonctions, absolument, sachant que c'est un fonctionnaire d'État. Et l'État interdit la torture. Par contre, nous, ce qu'on va chercher, en fait, et c'est pour ça que pendant la guerre d'Algérie, en fait, l'État français n'a pas reconnu la guerre d'Algérie en tant que guerre. Il l'a reconnu, il disait plutôt les événements. Oui. Parce que la guerre, elle est régie par des droits. Et les droits, et les lois, en fait, les lois, elles interdisent ce genre de pratique. Donc, en fait, c'était pas leur refus inconscient, refuser de dire que c'est une guerre. Ben non, parce qu'à partir du moment où on reconnaît que la guerre d'Algérie est une guerre, en fait, c'est qu'il y a eu des exactions commises. Il y a eu des crimes de guerre. Il y a eu crimes de guerre. Absolument. Donc, en fait, la reproduction de ce qui se passe maintenant, c'est ça qui est grave. Parce qu'à l'époque, en fait, et c'est ce qui se passe exactement maintenant, en fait, ils ont pris les méthodes, ils sont en train de les utiliser. À l'époque, en fait, c'était les OR. Les OR, quand ils sont arrivés en Algérie, c'est les officiers de renseignement. En fait. Oui. Les officiers de renseignement, c'était une méthode.
C'est pour ça qu'on parle de tariqa mumanhaja en fait. C'est méthodique, c'est systématique, pas dans le sens de la répétition, dans le sens de fonctionnement d'un système. C'est que c'est son fonctionnement de tirer les informations en fait de celui qu'on a capturé, de celui qu'on a attrapé, sous la torture. Et le viol est une méthode de torture. Donc à partir du moment où on met une enquête, c'est pas celui qui est violé, qui a violé seulement qui va rendre compte, mais c'est les donneurs d'ordre. Vous savez, Jamal, Très vite, parce qu'on a un sujet très important. Ce que je voulais dire, c'est une chose très importante, c'est que c'est une pratique qui est vieille, aussi vieille que l'indépendance de l'Algérie. On ne remonte pas jusqu'à la guerre de libération. On a payé le prix, nous avons eu l'indépendance et c'est tant mieux pour nous. Mais ça s'est pratiqué au commissariat de Cavaignac depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. D'ailleurs, je vous rappelle la Villa Cézini, oui, qui était un centre de torture colonialiste. Oui. Elle est restée un centre de torture post-indépendance. C'est ça. Oui, voilà, absolument. Mais ça s'est toujours pratiqué au commissariat Cavaignac. Et d'ailleurs, je me rappelle, pendant mon adolescence, on disait, excusez-moi, je vais utiliser une expression... Pas trop, parce qu'on nous regarde en famille. Hein. D'accord. Voilà. On disait que certains étaient faits, on les faisait asseoir de force sur une bouteille. Voilà comment ça, ça se passe. C'est connu. Et même, je rajouterai quelque chose. Il y a pire qui se pratique. On le faisait asseoir aussi sur un tesson de bouteille tranchant qui leur détruisait, absolument, qui leur déchirait le muscle anal. Et c'est dans des souffrances atroces. Ça se faisait. Et ça se disait pas parce que les gens avaient quand même un peu de pudeur, préféraient garder leur pudeur. Ça se disait pas. Mais là, la parole est en train de se libérer. Depuis Walid Nekesh, maintenant la parole est en train de se libérer et les gens parlent. Et c'est tant mieux. Alors, on me dit à l'oreillette que le procureur vient de donner une conférence de presse, une autre conférence de presse. Il annonce que 5 personnes ont été appréhendées dans le cadre de ce complot contre les forces de sécurité, et que parmi ces 5, il y a un cadre de Rachat. Ils viennent de l'annoncer à Alger. Mais il y a un sujet très important dont nous allons parler. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais nous allons essayer d'en parler un peu. Nous allons donc malheureusement évacuer le sujet très important aussi de la cherté de la vie, dont nous essaierons de parler demain. Mais le Hirak de demain. Hirak, ce sera 112 Hirak 112. Alors, Farida, vous, la hirakiste de la place de la République. Je ne suis pas hirakiste de la place de la République. Ah je suis hirakiste tout court. C'est universel. Même fait la Nouvelle-Zélande, oui, c'est... Pour demain, il y a un militant qui m'a envoyé un message en privé qui était fort intéressant parce que moi j'aime bien que les gens m'envoient. En fait, j'avais fait une publication Tassaïd Selmi, fit 48 wilaya, ouais, je bois tani. Ce qui est vrai, moi j'aimerais bien que tous les jours soient vendredi. Je ne suis malheureusement pas sur place et je ne peux pas de toute façon parce qu'on va me cueillir, je pense, comme une fleur dès l'aéroport. Mais en fait, j'avais fait cette publication-là et j'ai eu un message en privé, en toute honnêteté, de quelqu'un qui me disait d'arrêter de dire ça, en fait, parce qu'il faut remplir le vendredi. Il m'a dit, c'est en remplissant le vendredi que ça va se déverser sur les autres jours. Voilà, c'est bien parfois de se parler, remplir de se dire les choses et ça veut dire que tout le encore monde plus, arrive. Encore plus que de ça. Partout dans le pays. Voilà, que toute l'Algérie se lève d'abord en fait et que par la suite il y ait Tassaïd et il y ait... Maintenant l'un n'empêche pas l'autre, d'autres peuvent dire aussi voilà que bon on fait Tassaïd quand même et de toute façon un samedi c'est symbolique puisque encore une fois ces jeunes là en fait et ce jeune homme Saïd Chetouane il a été attrapé un samedi, ces jeunes là Tajadid et Souhaïb et Malik ont été aussi appréhendés samedi, Najib aussi peut-être 2 jours après Souhaïb et Najib, mais voilà en fait c'est symbolique aussi et moi j'ai envie de dire autre chose aussi, c'est que Tajadid
avant qu'il n'aille, avant qu'il ne se fasse attraper, en fait, il a dit quelque chose dans un live. Pas attraper, arrêter. Arrêter ou kidnapper. Et en fait, il a dit quelque chose de très touchant dans un live. Il a dit, si jamais je me fais arrêter, ne vous arrêtez pas. Très joli. Voilà, donc c'est à la hauteur de Tajadid. Hein, alors, le procureur vient de déclarer à l'instant que Zama Jabsed Menoudeno, comme on dit, il a attrapé, il a dit que les 5 personnes inculpées, selon des analyses, ils ont dû leur faire des prélèvements, des analyses de sang, selon les analyses, sont des consommateurs de drogue, y compris le jeune Saïd Chitouane. Alors moi j'ai envie de leur répondre, pardonnez-moi de me substituer à vous, je vous laisserai commenter aussi, que Oumbet, en Algérie la plupart des jeunes se droguent maintenant. Et qui c'est qui leur ramène cette drogue? C'est le régime lui-même. D'ailleurs on ne nous a rien dit sur le... D'ailleurs ces jeunes qui font zotla. Mais les autres, ils drabent la cocaïne. Voilà, j'aimerais bien savoir les 700 kilos, les Les 700 kilos, les jabom Outtebon, au Cheikh et compagnie, et les généraux, et l'affaire des généraux de Warren, la cocaïne et tout. Oui. La drogue, c'est eux qui la ramènent. Le procureur, c'est des consommateurs de drogue. Et après, c'est parce que le choix entre la drogue ou la harga. Après, qui va les croire? La police, mais qui va les croire? De toute façon, moi, je leur dirais une seule chose. Qui va les croire? Moi, je leur dirais une seule chose. Voilà, c'est ça. Mais justement, parce que les Algériens, dans leur majorité, plus personne ne croit le pouvoir, ni ne va croire un procureur au service du pouvoir. Un magistrat qui est au service de ses maîtres. C'est tout. Personne ne va le croire. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse ses prélèvements au Club des Pins. Ah, alors là, voilà, il n'a pas besoin de faire un prélèvement. C'est du 100%. C'est ça, pur. Le pire, c'est qu'il a annoncé aussi, ce procureur, qu'il y a une omor khatira jidden jidden pour la destruction de l'Algérie. Ou maintenant, waraha, shkoun d'après vous? Les... Rachad. C'est incroyable, hein? Et le comble, moi, ce qui me peine le plus, c'est que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont été embarqués contre Rachad, qui sont à couteau tiré. Vous leur parlez de Rachad, ils sont au plafond. Mais ils savent ce qu'ils font et c'est pour ça qu'ils le font, en fait. C'est pour ça qu'ils le font. Et c'est pour ça que par rapport à ça, en fait, il faut prendre de la hauteur, justement. Il faut prendre beaucoup de recul. Et quand on prend du recul, en fait, et on sort du cercle, on est beaucoup plus objectif. En fait. Et on voit très bien qu'eux, ils n'ont pas peur de Rachad, ils ont peur de la masse. Bien sûr. Voilà. Et la masse, en fait, elle accepte Rachad. La masse, elle accepte Rachad. Elle accepte Rachad comme elle accepte tous les hirakistes. Rachad n'est pas meilleur et il n'est pas pire. Rachad, c'est des membres du Hirak qui sont dans le Hirak depuis le début du Hirak et ces membres, ils sont militants avant le Hirak. Donc qu'on soit dans Rachad ou qu'on soit pas dans Rachad, Rachad il est avec nous dans le Hirak et ça ne pose problème à personne. Ça leur pose problème à eux parce qu'ils ont vu que Fechab, il n'y a plus ce problème là de mais le Hirak Tardoua, est-ce qu'il ne pourrait pas faire quelque chose dans ce sens pour leur dire ça ne marche plus avec nous, Skandar? Hirak de demain. Vous voulez dire. Est-ce qu'il va y avoir une réponse du Hirak de demain? Bien sûr qu'il y aura une réponse. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Ils leur ont déjà répondu. En fait, eux, ils sont en train de se convaincre eux-mêmes. Un menteur, il finit par croire son propre mensonge. Wow. Et en fait, ils sont plus en train de mentir sur qui que ce soit. En fait, ils n'y peuvent rien. Ils sont plus crédibles. C'est ça. Ils sont plus crédibles. Ils n'ont plus aucune crédibilité. Le pouvoir n'est plus crédible. Aucune. Il peut mentir, il peut salir les gens, il peut essayer de salir les gens. Enfin, quand vous dites qu'il n'est plus crédible, le scandale, est-ce qu'il n'y a pas un peu... Il y a beaucoup de gens qui y croient. Anna, oui. En tant que journaliste. J'ai des membres de ma famille un jour qui m'ont appelé, ils m'ont dit, مش عيب عليك تضل تهضرك في الجزائر. مش عيب عليك تضل تكريتيكي في الدولة. Réellement, les gens, dans leur infinie naïveté, ils pensent réellement que هذا الناس دولة. Et ils pensent que quand vous critiquez هذا الناس qui ont saigné l'Algérie, ils pensent que vous critiquez في الدولة وفي الشهداء.
وفي المجاهدين وفي D'où الثورة. le discours de tout à l'heure. Je vous ai dit, quand il parle de la France, il parle de eux, en fait, comme si c'est eux l'Algérie. C'est eux la révolution. Les généraux, c'est eux la révolution. Et puis ces gens-là, je ne pense pas que ces gens-là, ils habouhum à ce point-là. Mais je pense que khaïfin, ils ont peur. Ils ont peur du changement parce qu'ils leur ont fait croire qu'après nous, le déluge, en fait. Voilà, c'est ça. l'OTAN, الحلف الأطلسي وليبيا C'est ça, وسوريا. ils ont peur du néant. Par contre, je pense que la prise de conscience, et elle arrive petit à petit, parce que qui garde dorka makan lezit, makan walou, toute cette souffrance-là, chab ou l'ifera. Donc, huma manaqashom walou, je reviens encore à Club des Pins. كلوب دي بان روحوا شوفوهم هما كيف عايشين ومن بعد انت بقى روحك انت اللي قاعد تقول الجزائر و bien sûr qu'il faut critiquer, bien sûr qu'il faut dire ce qui ne va pas. Et puis le problème en fait, quand vous avez un problème, quand vous avez de la poussière en fait chez vous, si vous la mettez sous le tapis, elle disparaît pas. C'est juste qu'elle est sous le tapis en fait. Elle est toujours sous le tapis, elle est toujours là, oui. Voilà, ça sert à rien de se voiler la face en fait. Je pense pas qu'ils ne nous croient pas ou qu'ils ne nous... Mais je pense que quand on a peur, on a tendance à se voiler la face. Mais il y a Le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que le pouvoir est en train de sentir sa fin prochaine et il tire tout azimut contre les hirakistes, contre les jeunes qu'ils ont arrêtés. Bon, mais on connaît son degré de crédibilité en ce moment. On sait qu'il n'a plus aucune crédibilité, qu'il est sur le point de partir au chapitre de Salam alaikum. Voilà. Farida. Un mot d'espoir quand même. Moi, je ne pleurerai pas Tajedid et Malik et Souhaib et Nejib et tous ceux qui sont en prison. Parce que les pleurer, c'est de les rendre vulnérables, en fait. C'est de faire d'eux des faibles. Je ne les pleure pas, c'est des héros. On ne pleure pas un héros. Il est éternel, en fait. Je fais comme lui. Héros, je m'identifie à un héros. Et je fais comme lui. Et c'est ce que Tajedid a demandé, en fait. C'est qu'il y a eu 4 qui ont été appréhendés. Il faut qu'il y en ait 4 encore qui sortent du lot. Voilà, parce qu'eux, ils sont sortis du lot et ils sont en prison pour le Hirak. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, le Hirak, il faut qu'il le leur rende bien, en fait. Et peut-être même qu'il faudra qu'il le rende bien dès demain. Dès demain, ils se sont sacrifiés. Oui. Il ne faut pas oublier qu'ils se sont sacrifiés. Ils se sont exposés, en fait. Donc, il faut qu'on s'expose tous, parce que ça nous concerne tous. Le Hirak, ce n'est pas une personne. Le Hirak, ce n'est pas Tajedid, ce n'est pas Melik, ce n'est pas Souhaib, ce n'est pas Rachid, c'est pas... Le Hirak, c'est nous. C'est nous tous, c'est tous les Algériens. Merci. Je dirais même que ce sont Tajedid et les autres, et les 4, ce sont les nouveaux Ali Lapointe. C'est ça. Ce sont les nouveaux Ali Lapointe. Ce sont des héros. On ne pleure pas un héros, on le fait, merci, il est éternel. Merci Farida Hamidi, merci Skandar Debache, merci Majid Hachour, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Je crois moi aussi, comme mes amis ici, que nos compatriotes qui sont rentrés en prison, en fait, ils sont rentrés dans l'histoire par la grande porte, pendant que ceux qui les y ont mis vont s'en aller par les égouts de l'histoire. Il n'y aura même pas besoin de tirer la chasse d'eau. Ils ne sont déjà plus là. حشاكم على كل حال. Comme d'habitude, سلمية سلمية خاوة خاوة حتى الاستقلال. على خير.